Votre boucherie du bœuf tricolore a ouvert ses portes à Bettencourt-la-Ferrée et vous accueille du lundi au dimanche. De la viande 100% locale vous attend. Rendez-vous 3 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferrée. Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 5 janvier, bienvenue dans cette édition du 15 minutes info. Voici les titres de cette édition. Chaque année, la Fédération française des usagers de la bicyclette organise sa campagne cycliste Briller pour sensibiliser les cyclistes à l'importance d'un bon éclairage, un éclairage d'autant plus important en cette période hivernale. Le 6 janvier, nous célébrons l'Épiphanie et avec elle, nous dégustons la fameuse galette des rois. Nous nous sommes intéressés à sa fabrication. Et à la fin de ce journal, nous nous intéresserons aux 50 ans du lac du Der. Sébastien Mirgaudin, président du syndicat mixte du Der, sera notre invité dans quelques instants. Et on ouvre ce journal avec le bilan de l'année 2023 livré par Météo France. Les températures sont assez loin des normales, ce qui classe 2023 au deuxième rang des années les plus chaudes depuis le début du XXe siècle. Sur la quasi-totalité du pays, les températures en moyenne sur les 365 jours sont de 1,3 au-dessus des moyennes de référence. Je vous le disais il y a quelques instants, chaque année, la Fédération française des usagers de la bicyclette organise sa campagne cycliste Briller pour sensibiliser les cyclistes à l'importance d'un bon éclairage, surtout en hiver lorsque la nuit tombe plus tôt et que la majorité des déplacements se font dans l'obscurité. Pour rappeler les bonnes pratiques et les réglementations en vigueur, le collectif Chaumont à vélo a organisé sa 3e balade lumineuse ce jeudi 4 janvier. Loïs Large les a suivis. Bandes réfléchissantes, guirlandes et gilets jaunes, tous sont prêts à partir pour une balade lumineuse de près de 8 km dans Chaumont. Organisé par le collectif Chaumont à vélo, cet événement se veut convivial et simple, mais il porte aussi une dimension sécuritaire. La première des choses, c'est d'être bien éclairé, parce qu'il ne suffit pas de voir, parce qu'en tant que cycliste, on voit tout ce qui se passe, mais il faut surtout être vu. Donc, prioritairement les lumières légales, avant blanc, arrière rouge, les catadioptres à l'arrière, à l'avant, sur les côtés. Et puis le gilet, c'est bien conseillé aussi, quoi. Depuis sa création en 2008, le collectif qui vise à promouvoir le vélo en ville a déjà organisé une 60aine de balades, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Ouvertes à tous, ces promenades à vélo rassemblent toutes les générations. Et ce jeudi, ils étaient une trentaine, âgés de 6 à 85 ans, à répondre présent. Et c'est surtout l'idée d'une petite cohésion comme ça en groupe. Alors on essaye de s'équiper parce que là c'est de nuit, on l'a déjà fait au printemps. Mais de nuit, on a mis un peu les lumières adéquates. Et puis les gilets jaunes, et puis voilà, c'est pas bien compliqué, ça dure à peu près 1 heure. On apprécie. Découvrir Chaumont, bien qu'on le connaisse déjà pas mal. Et puis c'est pour les petits-enfants, pour qu'ils apprennent à rouler dans la circulation, parce que comme ils habitent à la campagne, voilà, c'est surtout pour eux. Une petite heure plus tard, les voilà tous de retour sur la place des Arts pour un dernier moment de convivialité autour d'une boisson chaude. Si Chaumont à vélo organise déjà 6 balades par an, le groupe voit encore plus loin. Le collectif souhaite s'élargir à l'ensemble des vulnérables, en incluant notamment les piétons. Allez-y. Notre chiffre du jour, à présent, regardez-le, c'est 94. Il s'agit du nombre de féminicides recensés en 2023. Le ministère de la Justice évoque une baisse de 20% des actes par rapport à l'année précédente. En effet, en 2022, 118 femmes avaient été tuées par leur compagnon ou ex-compagnon. Une évolution qui, cependant, est très loin d'être satisfaisante, selon le ministre Éric Dupond-Moretti. C'est la pâtisserie phare de nos débuts d'année, la galette des rois, entre celle à la frangipane, à la crème d'amande, à la pomme ou encore à la poire. Il y en a pour tous les goûts. Gaël Bossu s'est glissé dans le fournil d'une boulangerie vitriate pour découvrir la recette d'une galette artisanale. La reine de janvier, c'est elle. La galette des rois trône fièrement sur les vitrines des boulangeries. Direction l'arrière-boutique pour percer les secrets de sa fabrication. Et une bonne galette, c'est d'abord un bon feuilletage. Pour ça, il faut superposer des couches de beurre et de pâte. Donc là, j'ai enfermé le beurre dans la pâte
Maintenant, je vais venir lui donner des tours. Donc les tours, le but c'est d'avoir de la pâte, du beurre, de la pâte, du beurre, et on va répéter l'opération plusieurs fois. Après avoir laissé la pâte reposer au froid, Nicolas l'affine une dernière fois pour obtenir son feuilletage définitif qui ne dépasse pas les 3 mm d'épaisseur. Le pâtissier peut alors passer à la découpe. Donc là, on n'emporte-pièce pas parce qu'il ne faut pas qu'on écrase le feuilletage. Donc je viens juste inciser avec le couteau. Place au fourrage de la galette. Chez Deloison, on la joue gourmande avec de la crème d'amande. Donc on va bien laisser 2 cm pour pouvoir coller le disque par-dessus. Le plus important, donc les fèves pour la galette. On va venir les mettre dans les galettes. Une fois les fèves installées, les disques assemblés et les galettes refermées, vient le moment fatidique, le traçage des motifs. Une étape très minutieuse. Si on fait un trou dans la pâte, la crème d'amande à la cuisson, elle va s'échapper. Donc on va venir faire des petits trous pour qu'à la cuisson, justement, toute l'air s'échappe de la galette. Et voilà, après 3/4 d'heure de cuisson, voilà les galettes. Après voilà, on a vraiment les démarcations pas de beurre, avec un super développement au four. Voilà. Avant de les mettre en rayon, nous demandons à Nicolas de comparer sa réalisation avec une galette industrielle. 2 produits qui n'ont visiblement rien à voir. On voit déjà au développement du feuilletage que sur celle-ci, on est beaucoup plus volumineux. La crème d'amande, voilà, elle a fait son travail, elle a développé. Là, on a quelque chose qui est un peu plus plat. On sent au toucher que c'est lourd, c'est assez compact. La qualité a tout de même un coût. La galette industrielle coûte quasiment 4 fois moins cher que celle de Nicolas. Dernière étape pour nos 2 galettes, Marceline, la maman de Nicolas, va les faire rayonner dans la boutique, en attendant que ces 2 reines de janvier trouvent enfin leur roi. Le 3 janvier 1974 a marqué l'histoire de la Marne et de la Haute-Marne. Ce jour-là était mis en eau le plus grand lac artificiel d'Europe occidentale, le lac du Der Chantecoq. Il a fallu 5 années pour réaliser ce réservoir de 48 km². Alors remontons un peu l'histoire. Sébastien Mirgaudin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du syndicat du Der. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là ce soir avec nous pour revenir sur l'histoire de ce lac. Alors expliquez-nous pourquoi ce lac a été créé. Eh bien, ce lac a été créé en fait en partant d'un principe qu'il y avait des crues importantes, notamment à Paris. Il y a eu 2 crues très importantes, celle de 1910 puis celle de 1924, qui a conduit les représentants, les élus de ce secteur à imaginer quelles seraient les solutions pour empêcher les crues de la Seine. Et donc, ils ont eu cette idée de créer des barrages, et notamment celui du lac du Der. Alors, il y a eu 2 étapes en fait dans la construction, parce qu'il y a eu la construction de ce qu'on appelle le Vieux Der, qui a été mis en eau en 1938, puis ensuite ont démarré les travaux du Grand Der et du lac réservoir que nous connaissons maintenant. Le but, il était double, prévenir les crues dans la vallée de la Seine et à Paris, mais aussi soutenir l'étiage des rivières, c'est-à-dire s'assurer qu'il y ait un débit d'eau correct dans nos rivières, en période notamment estivale. On l'a dit, le chantier a duré plus de 5 ans de travaux pour construire ce réservoir. Cela ça a dû représenter un chantier colossal. Mais oui, ça a été un chantier colossal parce que en fait, les premières études datent des années 20, des années 30, comme je vous l'ai dit, qui ont conduit à la création de ce premier lac, le Vieux Der. Et puis ensuite, bien sûr, la Seconde Guerre mondiale qui a retardé tout ça. Et puis c'est reparti, de nouvelles études, des modifications et enfin le démarrage des travaux. Je crois que les travaux ont démarré en 1967. Donc effectivement, il y a eu plus de 5 ans de travaux. Ça a été un chantier très important pour la création des digues et après la mise en eau. La mise en eau, elle a commencé le 3 janvier 1974 et il a été inauguré, pour être précis, tout début juillet 1974. Alors, quelles sont les principales missions que remplit ce lac concrètement? À quoi est-ce qu'il sert? Et comment est-il géré au quotidien, tant sur l'aspect touristique que sur l'aspect fonctionnement? Bien sûr. Le lac a été créé initialement uniquement dans cette optique de, 1, prévenir les crues,
et 2, soutenir l'étiage des rivières, et notamment de la Marne et donc de la Seine. C'est pour ça qu'il a été créé, et on peut dire que ce pourquoi il a été créé a permis de remplir totalement son utilité. Parce qu'il faut aussi se rappeler qu'il y avait des crues importantes à Saint-Dizier. En 1955, par exemple, il y avait eu une grande crue dans la ville de Saint-Dizier. Et donc la création du lac du Der, de ce point de vue, permet de limiter les crues, que ce soit sur notre territoire d'Hervois, mais également en région parisienne. Vous voyez, actuellement, il y a d'énormes inondations un petit peu partout dans notre secteur, dans les Ardennes notamment, mais aussi dans la Marne. On peut imaginer, et ce n'est pas imaginer, c'est qu'on a des modélisations montrant que si on n'avait pas le lac du Der aujourd'hui, la Marne, toute la vallée de la Marne, mais également de la Seine, serait inondée et qu'une partie donc, par exemple, de l'activité agricole ne pourrait pas avoir lieu. Ce fonctionnement au quotidien est fait par l'EPTB Seine-Grand Lac et ses agents qui au quotidien suivent une courbe d'exploitation, ce qu'on appelle une courbe d'exploitation sur le remplissage de cet ouvrage, mais également interviennent quand, en fonction des événements climatiques, modélisent, anticipe aussi ces événements climatiques pour faire fonctionner le lac au quotidien. Ça, c'est sur l'aspect fonctionnement en tant que tel de l'ouvrage hydraulique, et peut-être que l'on reviendra un petit peu plus tard sur l'aspect touristique. Et bien justement, il y a un aspect touristique sur ce lac du Der, c'est un véritable enjeu aujourd'hui. Eh bien oui, et c'est surtout, moi j'ai l'occasion souvent de le dire, on a la chance d'avoir une véritable pépite sur notre territoire. Pourquoi ? Parce que quand cet ouvrage a été créé, on n'avait pas imaginé la dimension touristique qu'il prendrait aujourd'hui. Et il faut saluer l'action des deux conseils départementaux, conseils généraux bien sûr à l'époque, de la Marne et de la Haute-Marne, qui décident de créer ce syndicat, le syndicat d'aménagement touristique du lac du Der, pour faire de cet ouvrage, utiliser ce lac du Der pour développer le tourisme. Et donc, il y a eu des réalisations sur ces 50 dernières années qui ont été immenses, parce qu'il y a eu la réalisation des 3 ports, des 6 plages, de cet anneau cycliste tout autour du lac. Tout ça, ce sont des réalisations qui ont été faites par le syndicat du Der, que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui, et de multiples autres initiatives, la création de campings, de restaurants, la création du casino, bien entendu, aujourd'hui. Donc on voit que le tourisme s'est beaucoup développé. On reste encore un peu dans le tourisme. Quels sont les projets touristiques là, à venir sur le lac ? Alors on en a de nombreux. On a des projets qui ont vu le jour, ou quasiment vu le jour, qui est la création des nouveaux parkings qui sont sur la station nautique de Giffaumont-Champaubert. On a aussi le projet de construction, c'est démarré, des nouvelles cellules commerciales, un nouveau bâtiment en fait qui intégrera 5 cellules qui pourront accueillir des activités économiques diverses et variées qui ne sont pas encore fixées aujourd'hui. Le projet d'hôtel, dont on parle beaucoup depuis plusieurs années, c'est un projet d'envergure, donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps à se concrétiser, mais ça vient répondre à un besoin. On avait un besoin de ce genre d'équipement, même s'il y a de nombreux hébergements touristiques tout autour du lac, je les ai cités tout à l'heure, que ce soit les campings, les gîtes, les chambres d'hôtes, mais on avait besoin d'avoir la capacité d'avoir un hôtel pour permettre d'accueillir notamment des grands groupes et éventuellement des séminaires d'entreprise. Donc tout ça viendra pallier aussi à ce manque et renforcer l'attractivité de notre territoire. Est-ce que vous avez des dates pour tous ces projets ? Oui, la création des parkings, donc là ça a été finalisé fin 2023 et donc il y a maintenant la création des parkings pour les commerçants, la création du parking estival aussi, puisque 175 places seront réservées en période estivale, donc ça c'est pour du 2024. La construction des cellules commerciales devrait s'étirer tout au long de cette année 2024 pour une réalisation au premier semestre 2025. Quant à l'hôtel, les discussions sont en train d'être finalisé et donc on espère un démarrage des travaux au premier semestre 2024. Le lac du Der, le tourisme, on vient d'en parler, mais cette année 2024 va aussi être marquée par le 30 juin prochain, le passage de la flamme olympique. Qu'est-ce que cela représente ? Mais ça représente le lien en fait entre les Jeux olympiques et le lac du Der. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ce lien ? Ce lien, en fait, il existe parce que s'il n'y avait pas le lac du Der et s'il n'y avait pas les 3 autres lacs, il n'y aurait pas assez d'eau dans la Seine en période estivale pour la cérémonie d'ouverture, mais également peut-être les épreuves qui s'y tiendraient. Donc le lien, il existe, il est physique. Et on a voulu tisser ce lien, raconter cette histoire, et donc on est très fiers d'avoir la flamme olympique qui passe sur notre territoire. Alors qui passe le 30 juin à Giffaumont-Champaubert dans la Marne, mais qui sera aussi le 28 juin à Saint-Dizier, sur le territoire du syndicat du Der. Et donc le 30 juin, à Giffaumont, le passage de la flamme olympique, avec un passage sur l'eau que l'on a voulu pour un petit peu montrer et tisser ce fil rouge.
On l'a dit, la flamme olympique, mais cette année, c'est aussi les 50 ans du lac. Qu'est-ce qui est prévu au lac du Der pour fêter cet événement? Beaucoup de choses sont prévues. Je ne peux pas encore tout dévoiler ce soir parce que la saison est en train d'être écrite et il y a encore quelques petites choses à finaliser. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que l'on a souhaité, quand je dis nous, c'est le syndicat du Der, l'Office du tourisme, mais également les communes qui sont adhérentes, l'ensemble de ces communes, de ces représentants, mais également d'autres collectivités qui vont nous accompagner, les départements, bien sûr, la région, mais aussi la métropole du Grand Paris. Ce que l'on a souhaité faire, c'est d'avoir une saison événementielle qui va s'étirer, qui va démarrer en mai 2024 et qui ira jusqu'à fin novembre, en fait, jusqu'à la fin du festival de la photo animalière de Montier-en-Der. Un grand week-end d'ouverture, deuxième quinzaine de mai 2024, et après toute une saison événementielle. Donc je vous invite à me réinviter sur votre plateau quand tout ça se sera finalisé pour qu'on puisse vous présenter le programme définitif de l'ensemble des animations qu'il y aura, mais elles seront nombreuses et je pense qu'elles valeront le coup d'y assister. Très bien, une année donc qui s'annonce très festive au lac du Der. Tout à fait. Merci beaucoup Sébastien Mirgaudin d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Restez avec nous, l'information continue sur Puissance Télévisions. Belle soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.